on attaque directement la somesthésie. D'accord? Ça va être notre dernier cours. Les organes somatosensoriels sont organisés avec les voies de conduction pour faire arriver les stimuli de l'environnement au cortex pour ressentir cet environnement, pour interpréter les messages sensoriels et pour pouvoir y répondre. À la planche, on avait vu dans notre premier cours l'organisation des récepteurs sensoriels. Donc, on sait que chaque organe, que chaque stimuli de l'environnement, il possède un organe qui lui est caractéristique et des voies qui lui sont caractéristiques. Il vous donne ici 3 exemples, d'accord, sensoriels: l'audition, la vision et la somesthésie. Très rapidement, l'audition, ces récepteurs sont cochléaires. Au niveau de l'oreille, j'ai 2 types de récepteurs. Des récepteurs cochléaires impliqués dans l'audition et des récepteurs vestibulaires impliqués dans l'équilibre. Elle va envoyer des messages afférents vers le système nerveux central. Le relais thalamique, c'est un relais qui est obligatoire dans toutes les voies ascendantes. Donc je vais le retrouver partout. Le cortex primaire et le cortex associatif. Donc, la cochlée va recevoir les messages sensitifs, elle va les envoyer à travers des faisceaux ascendants. Alors, bien sûr, ce sera des nerfs crâniens, c'est le nerf 8, vers le corps genouillé médian du thalamus. Ça, il fait partie des noyaux du thalamus, qui va envoyer vers l'aire auditive primaire, d'accord, qui est situé au niveau du lobe pariétal. D'accord? La vision, c'est les photorécepteurs, les cellules à cône et les cellules à bâtonnet, qui vont envoyer des messages à travers le nerf optique vers le corps genouillé latéral et qui va envoyer vers l'aire visuelle primaire située au niveau du lobe occipital. D'accord? La somesthésie maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui. La somesthésie, c'est la sensorialité située au niveau de ma peau, d'accord? Au niveau de ma peau et de certains organes internes, on va les voir. C'est surtout des mécanorécepteurs, des thermorécepteurs et des chémorécepteurs. Les chémorécepteurs, ce sont les récepteurs qui vont être impliqués dans la douleur, d'accord? Dans la douleur. Ça va envoyer des messages ascendants, soit des messages ascendants via la voie lemniscale. La voie lemniscale, les cordons de Gaulle et Boultard dans le cordon postérieur, c'est la somesthésie impliquée dans le tact, dans le sens épicritique, et aussi dans la proprioception. C'est-à-dire, c'est la voie lemniscale, c'est les cordons postérieurs. Elle peut aussi envoyer les cordons postérieurs radoma, ils sont ipsilatéraux au niveau de la moelle, ils vont monter jusqu'au lemnisque médian, et au niveau du lemnisque médian, il y aura le premier relais. Et le premier relais, il va donner naissance à un deux-neurone. C'est le deux-neurone qui va décusser pour monter vers le thalamus. Au niveau du thalamus, j'ai un deuxième relais, et le deuxième relais va donner naissance à un troisième neurone, et ce troisième neurone va aller au niveau du cortex cérébral. Donc vous voyez qu'il y a une naissance, une ascension, une décustation et une montée vers le cortex. J'ai une deuxième voie ascendante principale, c'est la voie spino-réticulo-thalamique qui est impliquée dans la sensibilité thermo-algésique. C'est-à-dire la chaleur et la douleur. Les fibres, une fois entrées dans la moelle, les nerfs périphériques, ils vont donner naissance à un deuxième neurone, ils vont communiquer, créer une synapse avec un neurone, et c'est le neurone qui va décusser. Il va changer de côté et ça va donner un faisceau ascendant au niveau du cordon postérieur, au niveau du cordon antérolatéral, au niveau du cordon antérolatéral qui est responsable des faisceaux thermo-algésiques. D'accord? Donc, les données et les détails sur ces données, vous allez les retrouver sur le cours conduction. Au niveau du cortex, il y aura une synthèse de ces différents messages afférents, de ces messages sensitifs. D'accord? Très bien. Donc ici, on vous représente un peu les voies somesthésiques ascendantes. D'accord?
les voies somesthésiques ascendantes. Donc tout commence au niveau des récepteurs périphériques, d'accord, qui vont donner naissance, qui vont créer un potentiel récepteur. Le potentiel récepteur va créer un potentiel d'action. Le potentiel d'action va cheminer dans des faisceaux sensitifs, des fibres afférentes qui vont cheminer dans la moelle épinière. Et au niveau de la moelle du tronc cérébral, il y aura une décussation. Et là, regardez ce schéma. On vous dit soit la décussation, c'est-à-dire c'est la ligne médiane, c'est la ligne médiane de l'organisme. On vous dit que le changement de côté, que la décussation, soit elle a lieu au niveau de la moelle, soit elle a lieu au niveau entre le tronc cérébral et le thalamus. Elle a lieu dans la moelle épinière, dans la voie thermoalgésique. Et elle a lieu dans le tronc cérébral et le thalamus, plutôt dans le thalamus, quand il s'agit des racines postérieures, des cordons postérieurs. Donc la sensibilité tactile et épicritique. Tactile, épicritique et proprioceptive. C'est les cordons de Gaulle et Bourdach. Ou c'est les faisceaux thermoalgésiques, c'est la voie spino-réticulo-thalamique. Donc voici, s'il vous plaît, proprioceptif. Donc voici les cordons de Gaulle et Bourdach, responsables du tact fin, épicritique et de la sensibilité proprioceptive. C'est le cordon, c'est quel cordon? C'est le cordon à alpha, à bêta, d'accord? Ils vont monter du côté ipsilatéral sans décusser. Ils vont monter du même côté dans le cordon postérieur. C'est les faisceaux de Gaulle et Bourdach. Ils vont monter. D'accord? Ça, c'est le noyau gracile. D'accord? Ça, c'est le noyau gracile. Et ça, c'est la formation réticulée. Regardez, au niveau du noyau, juste lorsqu'il y a la naissance du deux neurones au niveau du noyau gracile, il y aura une décussation, un changement de côté. D'accord? Pour envoyer vers le thalamus. Donc j'ai un premier neurone qui est situé entre le récepteur et le noyau gracile. C'est un des deux noyaux responsables de la sensibilité épicritique, le noyau gracile et le noyau cuniforme. Yeah. Donc le premier noyau de la périphérie vers le noyau gracile. Le deuxième neurone du noyau gracile vers le thalamus. Et le troisième neurone du thalamus vers le cortex. D'accord? Allez, c'est la voie épicritique. Ensuite, j'ai les fibres C qui sont thermoalgésiques, surtout algésiques. Regardez, dès leur entrée au niveau de la moelle, hop, ils vont décusser. Comme je viens de dire, c'est la naissance du deuxième neurone. C'est la connexion, une synapse. Le deuxième neurone va décusser. Il va non seulement changer de côté, mais se positionner au niveau du cordon antérolatéral. La sensibilité épicritique, le faisceau monte dans le cordon postérieur. La sensibilité thermoalgésique, il monte dans le cordon antérolatéral. Hop, il monte. C'est la voie antérolatérale. Il monte, il passe, il envoie vers la substance réticulée, il envoie vers le thalamus, le deux neurones, et du thalamus, il y aura des connexions avec les cortex. Trois neurones. On a fait un peu la différence entre la voie lemniscale et la sensibilité thermoalgésique. La voie lemniscale, on a deux voies. La sensibilité épicritique, tact fin et proprioceptive. On a la sensibilité thermoalgésique. Les fibres dans la première, c'est les fibres à alpha, à bêta. Les fibres dans la deuxième, c'est les fibres à delta et C. La sensibilité, la première est responsable du tact fin, elle est responsable de la proprioception. La deuxième, elle est responsable de la chaleur et de la douleur. La première est constituée de trois neurones. Le premier va du récepteur, il monte dans le cordon postérieur, il réalise la première connexion au niveau des noyaux graciles et cuniformes, au niveau du ménisque médian. Maintenant, sera une décussation. La décussation va aller, le deux neurones va aller au niveau du thalamus. Au niveau du thalamus, il y aura la création d'un troisième neurone. Le troisième neurone va aller du thalamus vers le cortex. La sensibilité thermoalgésique, il y a un premier neurone entre le récepteur et la moelle. Dès son entrée dans la moelle,
il va créer une connexion. Il va donner naissance à un deutéroneurone. Le deutéroneurone va in situ au niveau de la moelle qui s'est changé de côté et monter dans le cordon antéro-latéral. Donc il chemine dans la voie antéro-latérale. Il va arriver au thalamus. Du thalamus, il va repartir vers le cortex cérébral. C'est clair? Très bien. Les récepteurs de cette sensibilité, de cette somesthésie. Donc c'est quoi la somesthésie en fait? On ne l'a pas défini. C'est quoi la somesthésie? C'est l'ensemble des phénomènes qui nous permettent de ressentir les stimuli de notre environnement. Histo. Ben c'est bien. Mais vous n'allez pas étudier la physiologie de la somesthésie. Histo. Je ne vois pas ce que vous avez. Mécanorécepteurs, qui sont stimulés par une stimulation mécanique, une pression, d'accord? Qu'il y ait des récepteurs à bas seuil et des récepteurs à haut seuil. Les récepteurs à haut seuil ils seront surtout impliqués dans la nociception. Une haute pression induit une douleur. Une haute pression, si je frappe encore. Une haute pression, ça donne une sensation de douleur. Les thermorécepteurs de bas seuil, chaud et froid, et de haut seuil, ils deviennent des thermonocicepteurs. Lorsque j'ai une température trop élevée ou bien trop basse, elle va devenir douloureuse. Oui. Les gelures, les engelures et aussi les brûlures quand c'est trop chaud. Donc quand il fait trop froid ou très chaud, on ressent de la douleur. Je me fais jouer comme dès qu'on quitte la boue de tête. Quand on joue avec de la neige, à un certain moment on n'arrive plus à jouer, c'est trop douloureux. Parce que ce froid intense simule des nocicepteurs. Et enfin les chémocepteurs qui sont surtout nocicepteurs. Ils sont nocicepteurs. C'est à cause d'un contact avec le froid. D'accord? Donc le froid, il va léser lui-même la peau, ou bien il va surtout aussi créer des vasoconstrictions. Des vasoconstrictions au niveau cutané, donc il n'y aura plus de vascularisation adéquate. Donc la périphérie qui est en contact avec le froid, elle ne sera plus bien irriguée. Donc il n'y aura plus de tissu nutritif, du sang qui va nourrir les tissus. Donc ça va favoriser la dégénérescence des tissus, j'aurai des ulcérations. C'est très fréquent des alpinistes. Ça peut arriver à des nécroses alimentaires. La peau qui contient des extérorécepteurs que vous connaissez, Pacini, Ruffini, Merkel, Messner. Propriocepteurs, au niveau des muscles, des tendons et des articulations. Donnez-moi un type de propriocepteur. Un type de propriocepteur. Le F1, le fuseau neuromusculaire, vous vous souvenez? Les viscères, la paroi viscérale. Tous les viscères, généralement, ont des récepteurs au niveau de leur paroi. Non. On peut considérer les récepteurs situés dans la comme des propriocepteurs. Non. D'accord? Oui, c'est des récepteurs sensoriels spécifiques qui sont liés à des organes de sens, comme les récepteurs cochléaires, d'accord? Les cellulaires. Ce pas des propriocepteurs. Propriocepteurs, c'est des tendons dans les articulations et les muscles. C'est des récepteurs qui me donnent conscience de mon organisme. Alors c'est des récepteurs de sens. C'est comme les cellules rétiniennes. D'accord? Les cellules de l'oreille interne. C'est des récepteurs sensoriels, hein?
Oui, c'est des récepteurs sensoriels. Ce n'est pas des récepteurs, pas des récepteurs proprioceptifs. Oui. Non. Je suis pas d'accord. D'accord? Allez, on va vérifier ça en tout cas. Donc regardez l'organisation. Regardez. Ça c'est l'épiderme. Hop, l'épiderme il va contenir les récepteurs cutanés. Donc j'ai des terminaisons nerveuses libres. En général, c'est des nocicepteurs qui sont organisés à cas. En terminaison nerveuse sans structure histologique organisée. Et j'ai des corpuscules organisés. Et Pacini, Messner, Merkel, d'accord. Je peux avoir aussi Pacini, d'accord. Ruffini, situé à des profondeurs différentes de la peau. Regardez, tous ces récepteurs sont liés à des fibres nerveuses qui vont se lier, hop, 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 pour créer un petit nerf. D'accord? C'est une bande nerveuse qui va regrouper tous les faisceaux nerveux. Mais attention, les faisceaux nerveux restent indépendants de chacun a son propre récepteur. Mais ils vont se rencontrer pour créer le même nerf. D'accord? Voilà. Une autre représentation, c'est des c'est des nerfs. Avec les fibres nerveuses. Vous voyez? Pacini. Quatre types de mécanorécepteurs qu'on avait vu dans le cours récepteur sensoriel. Messner, Merkel, Pacini et Ruffini. On vous montre quelques différences physiologiques ou électrophysiologiques entre ces différents récepteurs. Regardez, bon, la structure anatomique elle est différente, la localisation ou bien la profondeur cutanée elle est différente, le domaine de réceptivité, receptive field, pour chaque récepteur, où est-ce que est située la zone que je dois stimuler pour stimuler ce récepteur. Regardez, pour Messner elle est un peu étroite, pour Merkel c'est la même chose. Pour Pacini, elle est un peu plus large. Ou pour Ruffini, elle est très large. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je stimule ici, ce récepteur de Messner, il ne sera pas stimulé. Je stimule à l'intérieur de cet espace. Par contre, pour Ruffini, je peux le stimuler dans toute cette zone. Le même corpuscule. Je peux le stimuler ici, 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 ici. Ça va donner des réponses différentes. En bas, il y a aussi une autre organisation, c'est l'organisation des potentiels d'action. Est-ce que c'est un récepteur tonique ou bien phasique? Vous voyez que Messner et Pacini, c'est des récepteurs qui ont une composante phasique. Alors que Merkel et Ruffini, c'est des récepteurs toniques. Donc Messner et Pacini. Le champ récepteur cutané, on en avait parlé quand on a parlé de sommation. Un champ récepteur cutané est la surface de peau. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est la surface de peau dont la stimulation provoque une réponse nerveuse dans différents neurones de relais. Dans la moelle, dans le tronc cérébral et dans le cortex sensitif. Dans les différents relais, ça qui appartiennent au même récepteur. Aux différents relais appartenant au même récepteur. Plus le champ récepteur est petit, plus les détails fins peuvent être analysés. C'est la même chose que la résolution dans les fibres rétiniennes. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque j'ai un champ récepteur petit? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne des données, sachant que un des types de récepteurs, un récepteur de Pacini, un récepteur de Merkel. Ouais, il a un champ récepteur petit. L'autre, il a un champ récepteur grand, plus important. Ça, c'est une complètement caractéristique. Les deux récepteurs, les deux types de récepteurs
doivent recouvrir toute la peau. Maintenant, au niveau d'une même peau, je vais avoir plus de récepteurs à petite surface ou à grande surface. Des petites ou la grande? L'essentiel. Ah? Regardez. Non. S'il vous plaît. عندي هذا العصاية. أنا أحب هذا الصال. Je vais mettre de la dalle de sol. عندي deux modèles de dalle de sol. Les modèles 20 cm x 20 cm ou les modèles 40 cm x 40 cm pour recouvrir tout le sol. En nombre, quel est le nombre de carrelages le plus important? Les petites tailles ou les grandes tailles? Demain sera la taille car le champ récepteur, c'est le nombre de récepteurs nécessaires pour recouvrir toute la peau. Très bien. Donc j'ai besoin de beaucoup plus de récepteurs lorsqu'ils ont un champ récepteur petit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va plus de récepteurs? Donc plus de fibres nerveuses afférentes, donc plus de détails. Plus de détails. Lorsque je m'affiche la sommation de l'espace, imaginez que tu as stimulé là ou là, ça donne le même message. Vous n'aurez pas de détails. Ça nous dit là. Je ne sais pas où. Alors que le cas on sera les surfaces où chacune envoie son propre message, il faudrait trouver une temps avec le non. Vous avez compris? Donc, plus le champ récepteur du récepteur, plus il est petit, plus les détails augmentent. Plus les détails augmentent. Très bien. Plus le champ est petit, plus les détails fins peuvent être analysés. Il n'est pas étonnant de trouver des champs récepteurs les plus fins au niveau des extrémités, au niveau du doigt et de la bouche. Il y a des récepteurs. Les lèvres, la langue, au niveau du dos, au niveau du dos, les champs récepteurs sont très grands. Et l'analyse discrimination pour le sujet, des détails est mauvaise. Elle est très mauvaise la discrimination. D'ailleurs, il dit comme haka, parce que vous voulez vous gratter le dos, vous grattez tout votre dos. Vous ne savez pas où c'est exactement. On gratte. Vous savez un peu, haka, ça ne savez pas où. Alors qu'au niveau de la main, c'est beaucoup plus précis. Parce qu'il y a des récepteurs pour beaucoup de messages, pour beaucoup de neurones. Le seuil de l'intensité de stimulation est le plus faible dans les zones où le champ récepteur est très petit. Droit et face. Plus le champ récepteur est petit, plus le seuil est bon. Plus le seuil est bon. Maintenant, j'ai besoin d'un petit stimulus pour stimuler le récepteur. Si vous voulez avoir un droit à l'air. Plus le champ récepteur est petit, plus le champ récepteur est petit, plus le seuil de stimulation est bas. Plus le seuil de stimulation est bas. Le champ récepteur est souvent associé à une zone périphérique inhibitrice qui permet d'augmenter la sensibilité de l'analyse des détails. La sensibilité périphérique inhibitrice, c'est une structuration nerveuse qui va inhiber lorsqu'un message est stimulé, lorsqu'une région est stimulée. Il y aura une inhibition des messages nerveux des zones voisines pour augmenter un peu les détails. D'accord? Je me laisse de la douleur et je prends la région, je vais inhiber les zones voisines à cette région. D'accord? Oui. Très bien. Voilà un peu la détection des champs récepteurs, différents récepteurs, c'est pas important. Pour chaque type de récepteur, j'ai une petite taille. Les mécanorécepteurs et leurs fibres nerveuses, et les fibres nerveuses qu'ils utilisent. Là, vous allez retrouver le même tableau que pour
pour douleur. Hein. Donc on va remarquer que la majorité des récepteurs proprioceptifs et récepteurs épicritiques vont utiliser des fibres alpha. Vous voyez, les seuls récepteurs qui utilisent ADELTA et C, ce sont les thermoalgésiques. D'accord? Thermoalgésiques. Grossièrement. Les terminaisons nerveuses libres. Les terminaisons nerveuses libres constituent aussi un type de récepteur. C'est des récepteurs nociceptifs. Donc, lorsque je n'ai pas de structure caractérisée, comme le concept de Machini, de Wolfgang, de Messin et de Merkel, vous avez des terminaisons nerveuses libres. Alors, c'est des terminaisons qui vont acheminer des messages douloureux. C'est-à-dire qu'ils vont être liés à des fibres de type A delta ou C. Très bien. Les thermorécepteurs. Non. Je dois être ADELTA et C pour la douleur et alpha bêta pour les thermorécepteurs à dépasser. Thermorécepteurs au froid, au chaud, nocicepteurs au chaud et au froid. Là, c'est les messages douloureux, les messages thermiques. Lorsqu'ils sont intenses, ils deviennent douloureux. Donc, regardez. Le thermorécepteur au froid utilise des fibres ADELTA. Chaud, c'est nocicepteur chaud, ADELTA. Nocicepteur au froid, C. C'est comme s'il y avait une inversion. Lorsque c'est froid, c'est ADELTA. Lorsque c'est froid douloureux, c'est C. Lorsque c'est chaud, C. Lorsque c'est chaud douloureux, ADELTA. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Chaud, C. Chaud douloureux, ADELTA. Froid, ADELTA. Froid douloureux, C. D'accord? Très bien. On a un élément qui que lorsqu'ils sont liés à des fibres nerveuses, à delta et C, lorsqu'elles sont liées à des propriocepteurs, c'est 3 et 4. Nous cherchons à alpha, à bêta, à delta, C. Nous sommes 1, 2, 3, 4. À alpha, c'est 1. À bêta, c'est 2. À delta, c'est 3. Et C, c'est 4. D'accord? Lorsqu'ils sont liés à des propriocepteurs. Ils sont liés à des thermorécepteurs. Quand ils sont liés à des propriocepteurs, on les renvoie à 1, 2, 3 et 4. On ressent le froid à partir de 25 degrés. Quand les températures sont plus basses que 25, non? Froid. Quand c'est plus froid que 25, on le sent comme étant froid. Le froid devient douloureux à partir de 7 degrés. Quand c'est plus bas de 7 degrés. Et tu peux me réfrigérateur à Jésus, je suis sûr que vous s'il y a à 4 degrés, en général, les réfrigérateurs sont programmés à 6 degrés. Donc, vous consommez de la limonade. Qui, d'entre vous, dans leur maison, chez eux, ils consomment régulièrement de la limonade. Régulièrement. Régulièrement. Chez les MDI, زعما شحال من خطره par semaine vous achetez de la limonade? Non? Pas? خدموها la limonade avec du sucre. كيفاش تخدموها؟ Vous avez un concentrateur de CO2? Non. On met une solution de Eh? Après, اسمعوا la recette. après on le va. يوجع غير الكونسيستر. يوجع. J'attends les gaz que je t'ai dit. Ah, les gaz. Ah, pour la citronnade. Bla, 100 gaz. Donc vous n'achetez pas.
C'est très bien, c'est déjà demi-mal. Je fais un très bien dessus. Je le vois déjà. Ça m'a fait un très bien au il faut pas diminuer le sucre. Ne dépensez pas 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe, 1 litre. Vous, sinon le gazeux, et vous? Bueno. Ah, vous consommez cher. Hein? D'accord. Combien de fois par semaine? Tous les jours. Chaque repas. Donc une bouteille par repas. Par semaine. T'achètes à 2 litres. On va dire 2 litres par an. Vous? Oui, ça m'a fait. Machine, bon, bah. Ah non, je veux le jus. Ça me jus. Là, vous, quand je suis là. Ça va juste chaque jour. Et vous? Dire les cheveux ou les cheveux? Il faut éviter les boissons sucrées. Moi, je vous devez faire cette sensibilisation. D'accord, les jus des os, c'est comme le jus des os. C'est très bien. C'est très bien. D'accord? Il faut éviter les bombes à retardement. Alors, les nocicepteurs, plusieurs types de nocicepteurs, soit mécaniques, soit thermiques, soit des nocicepteurs polymodaux. C'est-à-dire qu'ils sont stimulés et par la chaleur et par des stimuli mécaniques. Ils vont toujours utiliser des fibres de type A delta et C. A delta et C. Très bien, très bien. Les mécanonocicepteurs et les nocicepteurs au chaud sont innervés par des fibres myélinisées de type A delta ou 3. Les nocicepteurs mécaniques et à froid sont innervés par des fibres amyéléniques de type C, de même que les nocicepteurs à activité par plusieurs modalités. Les nocicepteurs sont innervés par des fibres afférentes de fin diamètre, de manière comparable aux fibres innervant les thermorécepteurs de bas seuil. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, n'apprenez pas des détails, apprenez seulement que j'ai des récepteurs du tact, j'ai des récepteurs thermiques et j'ai des récepteurs algésiques. Les récepteurs du tact fin et proprioceptifs sont liés à des fibres de type A alpha et A bêta. Et les récepteurs thermiques et les nocicepteurs sont liés à des fibres de type A delta et C. On dit que A alpha et A bêta sont de gros diamètres et ils sont myélinisés. A delta est de petit diamètre, mais elle est myélinisée. La fibre de C, elle est de petit diamètre et elle est amyélinisée. Donc les fibres de gros diamètre, c'est A alpha et A bêta. Les fibres de petit diamètre, ce sont A delta et C. Les fibres myélinisées, ce sont A alpha, A bêta et A delta. Les fibres amyélinisées, c'est les fibres de C. D'accord? Et il y a aussi le diamètre diminue. A alpha est plus grand que A bêta, A bêta est plus grand que A delta, et A delta est plus grand que C. Très bien, très bien. Les propriocepteurs, regardez, c'est des récepteurs retrouvés au niveau des muscles et des mécanorécepteurs qu'on dit capsulaires, articulaires. C'est ça les propriocepteurs. D'accord? Au niveau des muscles, des fibres nerveuses, au niveau de l'appareil de Golgi, au niveau des capsules de jonction, d'abord et au niveau aussi des terminaisons nerveuses. Tous les fibres sont de type A alpha et A bêta. Au niveau, il y a un certain propriocepteur situé au niveau des terminaisons. C'est des terminaisons nerveuses qui sont liées à des fibres A delta. Alors, ça ressemble plutôt à des nocicepteurs. D'accord, regardez. Excess of force. C'est un excès de force. On va ressentir comme une petite douleur. En fait, l'organisation A alpha, A bêta pour la proprioception et le tact fin, et A delta et C pour la douleur, elle est sauvegardée ici. Elle est sauvegardée. Quand vous voyez A delta, il faut chercher la douleur. Les fibres afférentes.
L'organisation, elle est classique, on l'a vu dans le cours racine dorsale. Donc le message né ici, au niveau du récepteur, d'accord, qui va créer un potentiel récepteur. Le potentiel récepteur va être transformé en un potentiel d'action s'il atteint le seuil. Hadia, c'est une fibre myélinisée. Et donc dans une fibre myélinisée, qu'est-ce que j'ai ici? Et donc comment on les appelle? Comment on les appelle? Non. C'est la gaine de myéline. Entre une gaine de myéline et une gaine de myéline, j'ai des nœuds rondiers. Les nœuds rondiers. Et le but de cette organisation, c'est quoi son but? C'est de permettre au message nerveux de cheminer plus rapidement. Il va sauter d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier. D'accord? Ce qui permet d'augmenter la vitesse, de transmission nerveuse. Alors, c'est des fibres alpha à bêta. Et à delta aussi, puisqu'on avait dit qu'elles étaient myélinisées. Le message arrive, je m'intéresse de la section là. C'est sur représentation, je vous coupe, mais c'est pas la longueur réelle. Donc, on a fait ça avec le message avant, puisque c'est la même structure. D'accord? Jusqu'à arriver au niveau de la racine dorsale, où il y a son ganglion, et il va entrer au niveau de la corne postérieure. D'accord? Mais un dermatome, c'est quoi un dermatome? C'est une surface cutanée bilatérale qui est innervée par un métamère, une racine rachidée. On a vu cela dans le cours racine rachidée. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait donné certaines caractéristiques. On avait dit que le même dermatome pouvait innerver, la même racine rachidienne pouvait innerver plusieurs surfaces, et une seule surface peut recevoir de différentes racines. Première caractéristique. Non? Ça, c'est la deuxième caractéristique, c'est que le dermatome se chevauche. Je suis dans l'expérience de chez Lincoln, on avait dit qu'il avait pris une racine et coupé 3 en haut et 3 en bas, pour bien l'isoler et la caractériser. Très bien. Entrée des fibres afférentes. Entrée des fibres afférentes dans la moelle épinière. Au niveau de la jonction radiculo-médullaire postérieure vont s'organiser les fibres fines qui occupent une position latéro-ventrale égale le tractus de lait solaire et les grosses fibres occupant une position médio-dorsale. On avait aussi vu cela dans le cours de racine rachidienne. C'est le schéma où il y avait des fibres nerveuses organisées de couleur orange et de couleur bleue. Vous vous souvenez? Vous avez oublié ça. Donc au niveau de la jonction radiculo-médullaire postérieure, juste avant d'entrer au niveau de la racine, les fibres nerveuses qui étaient regroupées anarchiquement, elles vont s'organiser. D'accord? Les fibres fines vont occuper une région, c'est la région latérale, et les fibres épaisses, ou là de gros diamètre, vont occuper la partie médiane. Donc médio-dorsale et latéro-ventrale. Elles vont se séparer les unes des autres pour préparer leur cheminement, leur entrée dans la moelle. Pourquoi c'est intéressant pour les médecins que vous êtes? Parce que ça a un intérêt dans la chirurgie de la douleur, pour sectionner les fibres fines. Maintenant, je peux, en cas de douleur neuropathique, si une personne ressent de la douleur chronique au niveau d'une surface, où je peux lui faire perdre cette douleur, je vais la soigner chirurgicalement. Puisque je sais qu'au niveau radiculaire, au niveau des racines, les fibres douloureuses et les fibres épicritiques sont séparées. Je peux réaliser une dissection au laser. Je coupe les fibres fines et je laisse les fibres grosses. Donc il va continuer à ressentir le tact fin. Il va perdre la sensation de douleur. Donc c'est intéressant au lieu de tout couper. D'accord?
La théorie du gate control, c'est la théorie de diminution de la douleur. On en avait parlé aussi. C'est une répétition. Tu vas me dire comme ça le cours. On a tout fait. En notion de gate control, allez, chacun des nouveautés. Dès leur entrée dans la moelle, le contrôle de la douleur par les cycles supérieurs, par l'encéphalie. Dès leur entrée dans la moelle, les messages sont filtrés des fibres de gros diamètre, c'est-à-dire les fibres responsables du tact fin et de la sensibilité épicritique et de la proprioception. Provenant des récepteurs vasculaires ont une action inhibitrice sur les fibres fines issues de récepteurs thermoalgésiques. Regardez, avec les fibres alpha et bêta. Les fibres alpha et bêta, c'est des récepteurs du tact fin. Ils vont venir regarder. Et ils sont responsables, ils vont monter pour des coups faux par le ménisque médial. Les fibres C, ce sont des fibres thermoalgésiques. On a dès leur entrée au niveau de la moelle, ils vont décusser. Vous vous souvenez? Pardon, dès leur entrée, ils vont décusser, ils vont donner un deuxième neurone. D'accord? Regardez, la fibre épicritique, la fibre A alpha ou A bêta, qui est responsable du tact fin, elle va elle-même émettre une terminaison en connexion avec un interneurone inhibiteur qui va inhiber la sensation de douleur. Pourquoi? Pour pouvoir ressentir le tact. Supposons que vous avez mal dans votre doigt. Vous avez été piqué par une abeille au niveau de la pupille de votre doigt ici. Lorsque vous posez votre doigt, il vous fait mal, on continue. Lorsque vous le posez sur la table, vous ressentez le toucher. Vous arrivez à ressentir le toucher parce que lorsque vous envoyez des messages épicritiques, les messages épicritiques vont inhiber les messages douloureux. Pourquoi? Pour que la douleur ne vous empêche pas d'avoir une sensibilité épicritique normale. C'est pour garder le fonctionnement physiologique de la voie épicritique. D'accord? Donc, les fibres nerveuses vont s'organiser les unes avec les autres pour diminuer la sensation de douleur lorsque j'active le tact fin. Certaines personnes intelligentes arrivent à faire la même chose, c'est l'inverse. Supposons que je veux empêcher une douleur d'être ressentie. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux créer une autre douleur pour occuper les fibres nerveuses et créer un temps de latence, pour occuper le système cérébral. C'est ce que font les infirmiers avant de réaliser une injection. Ou chez des louches avec l'enfant. Là, chez pour créer des messages non susceptibles. D'accord? Et donc, ça va occuper les fibres nerveuses, et quand il le pique, ça va se perdre. Le message douloureux va se perdre au milieu des messages non susceptibles de la chita. Vous avez compris? C'est la même chose. Ça, il ressentira quelque chose de beaucoup plus douloureux. Parce que la piqûre, lorsque vous faites une piqûre, surtout si c'est un nouvel externe, là où il y a واحد لاطا مسكينه دارت لها une injection intramusculaire قريب قتلتها ماشي c'est pas par faute ولا parce que c'était mes premières fois et donc j'ai injecté doucement donc هذيك البرا دارت لا traversée du désert في الطريق طيب باش ندخلها ما نزيد انجكتيت لها وهي تتوجع مسكينه غاضتني et voilà il faut une première fois il faut être rapide. D'accord? Et même les infirmiers qui sont expérimentés, ils piquent. Ils piquent l'aiguille dans les dkhlo. La seringue. C'est pas bien. D'accord?
Pour l'intramusculaire, oui, ou la sous-cutanée, mais sinon il faut éviter. Il faut faire les choses encore normales. Pour défavoriser l'introduction de germes ou les verbes, surtout les verbes, d'accord? Vous avez compris? Parce que normalement on doit purger la seringue avant de l'injecter. C'est peut-être que je fous le maïs des tailles. On n'injecte que du produit. Pas injecter de l'air. D'accord, ça risque de créer des embolies gazeuses. Le risque bon est très petit, mais quand même. Allez, organisation de la substance grise de la moelle en couche de Rexet. Je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit que la substance grise de la moelle est organisée en faisant 10 ans de Rexet. D'accord. Le tout est subdivisé en 10 couches. Je vous avais dit que la couche de 1 à 4, de 1 à 5, de 1 à 5, c'est la couche, c'est la corne postérieure. 6 et 7, c'est la corne intermédiaire. 8 et 9, c'est la corne antérieure. Et 10, c'est la région périépondymère. D'accord? Donc 1 à 5, 6 et 7, 8 et 9 et 10. Destinées des fibres afférentes, des fibres non. Les grosses fibres vont remonter directement dans le cordon postérieur ipsilatéral, c'est-à-dire le cordon qui est situé du même côté que le membre. Pour rejoindre le bulbe rachidien, il constitue le faisceau des cordons postérieurs, les bols et bols. C'est ce qu'on a dit au début de la séance. Ces fibres se détachent, ils détachent au niveau latéral vers les couches 2, 4 et 5 de la colonne dorsale ipsilatérale. 2, 4 et 5, on vient de dire, ils sont situés au niveau de la colonne dorsale. Pour les fibres d'origine cutanée, les fibres d'origine proprioceptive, donc Hadouma, c'est les fibres d'origine cutanée, ceux qui viennent des récepteurs cutanés, des récepteurs de Meissner, de Fini, de Pacini. Les fibres d'origine proprioceptive, c'est quelles fibres? C'est les fibres qui viennent des muscles, des tendons, des articulations. C'est des fibres proprioceptives. Ils vont donner des collatérales au niveau de la couche 6, à l'origine de la voie spinilo-cérébelleuse, et au niveau de la couche ventrale 9. Donc vous voyez que les connexions, bien le relais, bien le cheminement des fibres nerveuses sont différents. Ils sont différents selon la voie. On a la même voie du corps postérieur. Je vais avoir des connexions différentes. Les fibres ascendantes qui forment les faisceaux de Golgi-Bouldar sont d'origine cutanée et proprioceptive. Ils sont de bas seuil. Alors on l'a dit au début de la séance. Les fibres fines, 3, de type A delta et 4, cutanées, musculaires, lisses, viscérales, se terminent au niveau des couches 1, 2 et 5. Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous représenter les différentes voies ascendantes. C'est simple. J'ai deux types de voies ascendantes. Une voie responsable du tact épicritique et proprioceptif, et une voie qui est responsable de la sensibilité thermo-algésique. Wahda pour la sensibilité, wahda pour la chaleur et la douleur. D'accord? Celle qui est responsable de la sensibilité, c'est la voie de Golgi-Bouldar. Elle chemine dans le cordon postérieur. Bien. Ceux qui sont responsables de la température et de la douleur, quand ils entrent au niveau de la moelle, dès qu'ils entrent, ils vont créer des connexions au niveau des différentes couches. C'est pas le problème des enfants. L'essentiel, quand ils créent des connexions au niveau de la substance grise, ils vont donner l'essence, ils vont créer un deuxième neurone. Le deuxième neurone, il décusse, il change de côté. Puis il monte. Quand il monte au niveau du cordon antérolatéral. Donc si je vous pose la question, est-ce que les cordons postérieurs, est-ce que les cordons de Golgi-Bouldar décussent au niveau de la moelle? Vrai ou faux? Les cordons de Golgi-Bouldar impliqués dans la sensibilité épicritique et proprioceptive. Est-ce qu'ils décussent au niveau de la moelle? Non. Non, ils décussent pas. Ils décussent au niveau de l'hémisphère postérieur. Bien. Quels sont les fibres qui décussent au niveau de la moelle linéaire? Très bien. Très bien. Les fibres de Golgi-Bouldar, c'est quel type de fibres?
Quel type de fibre? Donnez-moi la classe. A alpha, A bêta. Théomoragisé, A delta, S. Très bien. Si ces fibres viennent de récepteurs proprioceptifs, comment on les appelle? Très bien. 1, 2 pour A, 1 A alpha, 2 A bêta, 3 pour A delta et 4 pour C. Très bien. Voilà. Donc voici les fibres de Golgi et Bourdach. Ils viennent des membres périphériques et ils vont directement cheminer dans le cordon postérieur sans décusser. Attention, il n'y a pas de décussation au niveau, de la moelle épinière. Ils montent directement. D'accord? Toutes les terminaisons sont homolatérales, mais il y a deux sites distincts. Chaque message venant de la périphérie est dupliqué en 2 exemplaires et chacun des sites recevra une copie. Parce que ce message nerveux qui vient de la périphérie, il va envoyer vers le cortex, oui, mais il va aussi envoyer vers la moelle épinière. Pourquoi il envoie vers la moelle? Pour communiquer avec les autres neurones de la moelle et pour les réflexes. Pour créer des réflexes. Les réflexes ostéotendineux, vous vous en souvenez? Le réflexe ostéotendineux, le réflexe rotulien, il est dû à des récepteurs rotuliens. Les récepteurs rotuliens, c'est quel type de récepteurs? C'est des propriocepteurs. Donc ils vont envoyer passer le message. Ça, il est là. Très bien. Transmission médulaire des messages somesthésiques. Les fibres afférentes vont transférer les messages aux neurones médulaires. Au niveau de la moelle, on distingue sur le plan fonctionnel 2 principaux grands groupes de cellules. Les neurones spécifiques, d'accord, et les neurones non spécifiques ou convergents. Les neurones spécifiques, activés par un seul type de message, sont somesthésiques. Les neurones activés par des stimulations mécaniques, ils sont localisés dans les couches 3, 4 et 5. Les neurones activés par des stimulations thermiques de faible intensité, au chaud ou au froid, ils sont situés dans la couche 1. Les neurones activés par des stimulations proprioceptives, situés dans la couche 6. Les neurones nociceptifs activés par des stimulations intenses, qu'elles soient mécaniques, thermiques, chimiques, elles sont localisées dans la couche 1. S'il vous plaît, les premiers types de neurones, ce sont des neurones spécifiques qui ne sont stimulés que par un seul type de stimulus. D'accord? Des stimulations intenses, des stimulations proprioceptives, des stimulations thermiques et des stimulations épicritiques. D'accord? Donc, c'est des fibres spécifiques. C'est des fibres spécifiques ou bien dites non convergentes. Pourquoi on associe la spécificité à la non-convergence? Je me souviens lorsque la prof nous avait fait ce cours, j'avais bizarrement assisté au cours. D'accord? J'avais assisté à ce cours, c'était le premier cours du 2e trimestre. C'est le jour de l'affichage, tu as les notes, tu as histologie, et tu as biochimie, tu as le premier trimestre. Je me souviens. C'était un dimanche. Il pleuvait, il avait plu ce jour-là. Et donc, c'était en 2015, c'était en 2015, je pense. Janvier 2016, c'est pas grave. المهم ما يهمناش l'essentiel في هذاك الوقت كان واحد لو مسيو مشهور في هذاك الوقت. C'était le député طاهر بيسون. خرجت واحد لا فيديو يقول فيها وزارة التجارة سي سبيسيفيك. كانوا يقولوا بزاف لي زالجيريان سي سبيسيفيك. Ça avait fait un buzz important. Alors la prof قاعدة غير تعاود في هاد لا بلونش و elle nous disait spécifique, non spécifique, spécifique et non spécifique. Et à chaque fois qu'elle disait spécifique, les étudiants riaient. Vous voyez, elle ne comprenait pas pourquoi. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Je te fais non, aïe. Donc, il y a des fibres spécifiques et des fibres non spécifiques. Non, la convergence, pas la spécificité.
à la spécificité. Oui. Plus les fibres sont convergentes, moins elles sont spécifiques. Pourquoi? Oui. C'est pas logique. Ben si. Les fibres convergentes sont non spécifiques. Pourquoi? Ça veut dire quoi la convergence? Très bien, c'est un type de sommation. C'est-à-dire qu'un même neurone, il est responsable de plusieurs régions. Il est responsable de plusieurs régions. C'est pour cela qu'on parle de convergence. Des messages venant de régions différentes, éloignées peut-être anatomiquement, vont se regrouper en un seul neurone. Et donc la stimulation de l'une de ces régions va stimuler le nerf de toutes les régions. Donc par exemple, lorsque je stimule une douleur, il y aura une sensation de douleur dans toutes les régions innervées par ce même nerf. C'est ça la convergence. Donc plus la convergence augmente, plus la spécificité diminue. Donc les fibres spécifiques, c'est des fibres soit épicrétiques, soit thermiques, soit proprioceptiques, soit algésiques. Et les quatre types, ils sont situés d'une région anatomique qui est restreinte. Ils sont spécifiques. Ah, voyez, sauf si vous êtes en train de vous rappeler les députés, lorsque je parle de spécificité. Et ils sont spécifiques de certains messages et de certaines régions. La région qu'ils énervent, elle est petite et elle est restreinte anatomiquement. Alors que les fibres non spécifiques, c'est des fibres convergentes. C'est des fibres généralement qui sont douloureuses. On peut avoir d'autres types non douloureuses. Et maintenant, la sensibilité épicrétique au niveau du doigt, elle est plutôt convergente, elle converge. Donc, au niveau des fibres convergentes, il y aura une rencontre, il y aura une sommation des fibres de bas seuil, des fibres de haut seuil, des fibres douloureuses, des fibres épicrétiques. Ils vont se rencontrer, ces différents neurones, et vont dans les synapses à un seul neurone, et j'aurai une convergence, une rencontre de plusieurs territoires cutanés ou bien viscérales. Et on les retrouve surtout dans les territoires viscéraux, dans le territoire viscéraux, des organes, dans l'interoception. Et la stimulation d'un de ces organes va stimuler toutes les régions dont est responsable le nerf. Regardez, les cellules convergentes viscéro-cutanées proposées pour expliquer les douleurs projetées de la vésicule biliaire ou les douleurs d'origine cardiaque. Lorsque la vésicule biliaire fait mal, on ressent cette douleur même au niveau cutané. Lorsque mon cœur me fait mal, je ressens cette douleur au niveau de la mâchoire et au niveau du bras. D'accord? C'est parce que les fibres sensitives du bras et les fibres sensitives du cœur vont converger vers les mêmes neurones. C'est ça une douleur projetée. Les projections supraspinales, c'est-à-dire les neurones supraspinaux, les neurones qui sont situés au-dessus de la moelle. Le système hémiscal, cordon postérieur de la moelle, voie néospino-thalamique. Cordon postérieur, c'est pour les faisceaux de Gaulle-Goulda, c'est la sensibilité tactile et épicrétique. La voie néospino-thalamique, c'est la voie spinothalamique, c'est la voie thermo-algésique, c'est la sensibilité thermo-algésique. Le système extra, non. Le nouveau. Parce qu'il y a une voie néospinothalamique et une voie paranéospinothalamique. D'accord? C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est selon l'évolution de l'espèce, l'existence de ces structures ou non chez les espèces primitives ou pas. Si elles n'existent pas chez les structures, chez les espèces primitives, on dit qu'elle est néo. D'accord? Dans la phylogénie des espèces. C'est-à-dire qu'on les retrouve chez l'homme et chez les primates et qu'on ne les retrouve pas chez les espèces qui ne sont pas développées. Le système extralémniscal, on a la voie spino-réticulaire qui monte vers la moelle épinière, vers la substance réticulée, et la voie paléo-spinothalamique. Donc j'ai pu diviser, selon le passage tournant par le lémnisque médian, les messages ascendants sensitifs en deux groupes. La voie lémniscale, qui comprend le faisceau de Gaulle-Goulda et la voie néospinothalamique. Et la voie extralémniscale, qui comprend la voie paléo-spinothalamique et la voie spino-réticulaire. La voie spino-réticulaire.
C'est le schéma qu'on a expliqué au début de la séance. C'est le cheminement des voies ascendantes. C'est pas la peine de le prendre. La somatotopie. Ah, on a parlé. Oui? Oui, une question. Allez-y. Monsieur, on a dit que là, c'est aussi qu'il y a une famille aussi, on a divisé. Selon les parties par les limites il y a des jeux les jeux c'est le système démissionnaire. Limite de schéma, c'est un système extra-démissionnaire. Le système démissionnaire, il comprend le faisceau de voie du volage et la voie méospinale à la méospinale. La voie extra-démissionnaire, elle comprend la voie spino-réticulaire qui passe par la substance réticulée et la voie paléo-spinotale. Paléo-spinotale. D'accord? Pas des caractéristiques de chaque voie. Et les relais, vous devez les apprendre. Le cours fonction de conduction. Vous allez faire les tableaux là, non? Allez. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est pas la peine. طلعوا عليه برك مع الاخر باش تشوفوا l'application clinique. Brown Sequard ou syndrome cordonal postérieur. C'est rien de blanche. C'est rien. Qui te connaît faire les tableaux? Dieu que c'est allé. Ça, il faut les faire, les tableaux. Qu'est-ce que vous attendez? 3 ou 5. À peu près 10 pages. 10 pages, c'est mais. Voilà, c'est long concours. Oui. Il faut les faire aujourd'hui. Hein. Votre examen, c'est dans 15 jours. Ils ne l'ont pas retardé. 29, 28. Jusqu'au le 25. Arrête cours le 20. L'Aïd le 20. Dimanche, lundi, تقراو؟ خلاص. Non, t'as l'Aïd. Le 23, c'est bon. La somatotopie, c'est la projection point par point. Comme c'est la caractérisation de membres qui ont leur représentation au niveau du cortex. Inhibition latérale, on va en parler. La vitesse de transmission élevée, fibre de gros diamètre, grande capacité de transmission des messages de bas seuil. L'inhibition latérale, c'est les messages, s'il vous plaît, c'est les messages, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité de fibres sensitives à inhiber les messages afférents des fibres sensitives voisines pour augmenter les détails et la sensibilité de la région qui a été stimulée. Non seulement je laisse cette région être stimulée, mais pour empêcher tout chevauchement, pour empêcher toute convergence, j'inhibe les régions voisines. On appelle ça l'inhibition latérale, parce qu'elle va inhiber toutes les régions situées en latéralité. D'accord? Les champs récepteurs cutanés sont organisés en deux zones voisines. Elles sont souvent concentrées. Qu'est-ce que ça veut dire concentré? Ça veut dire qu'une est située à l'intérieur de l'autre. Avec une région. Hop. Et l'autre région, elle l'entoure. C'est comme les régions on-off. Si vous avez fait physiologie de la vision. Lorsque je stimule la région on, j'inhibe la région off. La région centrale où le stimulus provoque une excitation et la région périphérique où le même stimulus, en même instant, va provoquer une inhibition. Ce mécanisme permet d'améliorer la perception du signal par contraste et donc la résolution spatiale, les détails. Vous voyez, là où vous trouvez détails, vous trouvez résolution. Donc là, il est en train d'augmenter la résolution du signal lorsqu'il inhibe les régions voisines de la région qui a été stimulée. D'accord? Mécanisme comparable à l'inhibition concentrique dans la rétine. Subhanallah. On réfléchit qui.
Celle des cellules auditives où un son est mieux perçu si les autres sont de fréquences voisines et qui sont bloqués par un mécanisme comparable, voire pour vision et audition. L'essentiel, lorsque je stimule une zone, je vais inhiber les parties qui sont voisines. Voilà. La sensibilité thermique et la sensibilité thermoalgésique, c'est leur représentation ici. Voilà, ils vont cheminer, ils vont suivre selon des fibres C ou la A delta. Vous cherchez la caractéristique technique au niveau de la moelle, s'il vous plaît, vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer? On va. Quel est le comportement qu'ils vont arriver à la moelle? Ils vont communiquer avec un deux de neurones qui va dépulser au niveau du même étage. N'oubliez pas ça. Donc ici c'est une petite représentation par la douleur. Vous allez retrouver ça pour douleur. Comment les terminaisons nerveuses peuvent être stimulées. Quels différents stimulus qui peuvent activer la douleur, d'accord? Soit c'est l'œdème, parce que par exemple il y a une inflammation, il y a de l'œdème. L'œdème il va comprimer les terminaisons nerveuses. L'œdème il va comprimer les terminaisons nerveuses. Et donc la compression des terminaisons nerveuses elle va dépolariser et une cette action. C'est quelles des substances chimiques qui sont responsables de la création de douleurs, comme la substance P, la prostaglandine, la radicine. D'accord? Tout ça, c'est des molécules qui ont des récepteurs au niveau des terminaisons nerveuses qui peuvent stimuler des messages afférents. D'accord? Donc il y a des messages chimiques et des messages physiques. Physique, c'est la compréhension. Et chimique, c'est la libération de ces substances allogènes. Hein? Allez-y. L'histamine, oui. L'histamine. Tout ce qui est libéré au niveau de la phase aiguë inflammatoire. Alors, allez regarder le cours sur la douleur. Les récepteurs, c'est des récepteurs de type A, delta et C. Les afférences fibres fines des racines postérieures, voire antérolatérale de la moelle, c'est la voie spinothalamique. Thalio-spinothalamique, spino-réticulothalamique, tout ce qui passe par le cordon antérolatéral de la moelle. Regardez leurs caractéristiques, elles sont de faible résolution. Il n'y a pas d'inhibition latérale, donc vous allez retrouver beaucoup de convergence. Faible vitesse de conduction, à l'âge parce qu'elles sont de petit diamètre, et pour les fibres C, elles sont amyéliques. Faible capacité de transmission des messages thermiques et douloureux. Oui, faible capacité de transmission des messages thermiques et douloureux. Donc la capacité de ces fibres à transmettre les messages, elle est faible. Pour tous les messages qu'elle véhicule. Les projections centrales, les deux systèmes de projection vers le cerveau, limniscal et extralimniscal, envoient des messages vers les structures supérieures en faisant aussi des relais le long du tronc cérébral. Ils projettent d'abord sur les noyaux thalamiques. Le thalamus va donner naissance au troisième neurone, c'est-à-dire le neurone qui va directement aller vers le cortex. Bien. Dans le système limniscal, les projections se font sur des noyaux thalamiques spécifiques. Le noyau ventro-postérolatéral, VPL, la plupart de ces voies sont croisées par rapport à la ligne médiane. Dans le système extralimniscal, les projections sont plus diffuses sur plusieurs noyaux, des noyaux thalamiques dits non spécifiques ou réticulaires. Donc, oubliez la voie limniscale, surtout quand il s'agit du tact fin épicritique, elle va aller dans le noyau ventro-postérolatéral du thalamus. Mais les voies thermoalgésiques, les voies extralimniscales, elles envoient vers plusieurs noyaux du thalamus. Le thalamus, il va les faire converger vers un seul message qui monte vers le cerveau. D'accord? Le système limniscal du complexe ventrobasal du thalamus, ventro-postérolatéral, c'est le noyau ventro-postérolatéral. Ventre-postéro-médian, tête. Donc, c'est l'organisation des noyaux du thalamus. Ce n'est pas la peine d'apprendre. Le système extralimniscal passe par des noyaux réticulaires du thalamus.
qui sont non spécifiques, centromédiaux, paravasculaires. Et là, c'est les noyaux du thalamus. Je crois que vous les avez vus en anatomie. Vous devez même les apprendre, je crois. La relation entre les différents noyaux. Et en physiologie, vous n'avez pas besoin de les connaître. Tout ce qu'il faut connaître, c'est que la voie limniscale et la voie extra-limniscale, tout ce qui monte, tous les messages sensitifs doivent passer par le thalamus. La voie limniscale, elle passe par le noyau ventro-postéro-latéral. La voie extra-limniscale, elle passe par plusieurs noyaux. Les deux vont donner naissance à des neurones tertiaires. Les neurones tertiaires vont être envoyés vers le cortex. D'accord? Les projections spécifiques sur le cortex cérébral se font d'abord sur l'aire somesthésique primaire. Maintenant, on va parler des caractéristiques au niveau du cortex. Qui est une aire motrice primaire située au niveau de la surface 4 de Brodmann, qui a aussi une surface somesthésique primaire. Celle-ci est située en arrière de la scissure de Rolando, dans les aires cyto-architectoniques 3, 1 et 2 de Brodmann. Donc, l'aire somesthésique, elle est située dans quel lobe? Le lobe pariétal. Attention, s'il vous plaît, les aires motrices, le cortex moteur, il est situé dans la partie postérieure du lobe frontal. Il est situé dans la partie postérieure du lobe frontal, juste en avant de la scissure de Rolando. Alors que le cortex somesthésique, il est situé dans la partie antérieure du lobe pariétal, c'est-à-dire juste en arrière de la scissure de Rolando. Donc on pourra dire que la surface somesthésique et la surface motrice sont séparées par la scissure de Rolando. Elles sont séparées par la scissure de Rolando. Les projections se font point par point et dessinent à la surface du cortex un corps humain aux proportions déformées. C'est quoi? C'est la somatotopie, c'est l'homunculus. Plus les projections sont riches, provenant de la main, pouce, la tête et la bouche plus grandes que le reste du corps, ce qui reflète la finesse de la représentation de ces régions du corps. C'est exactement la même chose que l'homunculus de Penfield dans les aires motrices, à comparer avec les projections motrices primaires du corps, tout à fait comparable, situées en avant de la scissure de Rolando. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, regardez, voici le cortex moteur, voici le cortex somesthésique. Les deux sont séparés par quoi? Par la scissure de Rolando. D'accord? On va dire que celle-ci, elle est somesthésique, elle est située dans la partie antérieure du lobe pariétal, ou elle est située dans la partie postérieure du lobe frontal. Voilà l'homunculus. Regardez, les régions qui sont les plus sensibles sont les plus grosses. Regardez la bouche d'œuf. C'est parce que la bouche, elle a beaucoup de terminaisons nerveuses, beaucoup de récepteurs. D'accord? Par contre, son pied, regarde, sa main, regarde chaque vidéo là. Ici, c'est une petite comparaison entre l'homunculus moteur et l'homunculus sensoriel. L'homunculus moteur est très caractérisé par sa grosse main et son gros pouce. Regardez. Parce que les mouvements au niveau de la main sont très fins. Beaucoup de régulation. Donc la surface occupée par la main, elle est très importante. Elle va occuper toute cette surface au niveau du cortex. Tout ça. Tout ça. Le visage aussi, parce qu'il y a beaucoup de muscles au niveau du visage. Et le cortex somesthésique, il est situé un peu ici. Au niveau de chaque région, on parle de simunculus, d'accord, chez le singe. Chaque région corticale, c'est le cerveau d'un singe,
est représenté par une surface, par une région corticale. Les aires associatives, les messages des aires somesthésiques primaires qui sont croisés par rapport à la région du corps qui leur a donné naissance. Pourquoi elles sont croisées? Pourquoi les aires sensitives, les aires somesthésiques primaires sont situées dans la région contralatérale du membre qui les a stimulés? Pourquoi? Parce que les nerfs sont croisés. Continuez, je veux plus de détails. نعم نعم مانيش نسمع s'il vous plaît هاي حل لي هذه المشكلة. Les nerfs, on vous dit que le cortex somesthésique est situé du côté contralatéral du membre qui l'a stimulé. Pourquoi? Elle m'a dit parce que les membres parce que les nerfs ont croisé la ligne médiane. Je veux plus de détails. Ils ont décussé. Je connais les décussants. Les nerfs. Quel nerf aussi? Quel nerf? Non? Oui. Non, non. On a parlé de deux faisceaux somesthésiques principaux. Les faisceaux de Gaulle et Bourdach et les faisceaux thermoralgésiques. Il fallait me dire, la réponse que j'attendais, c'est que toutes les fibres sensitives, quelle que soit leur origine et quel que soit le type de message qu'elles véhiculent, elles vont décusser. Les fibres sensitives qui font monter les messages épicritiques, c'est les faisceaux de Gaulle et Bourdach. Elles vont décusser en haut, au niveau du limnisque médian. Et les faisceaux qui font cheminer les messages thermoalgésiques, ils vont aussi décusser. Mais ça, ils ne vont pas décusser au niveau du limnisque médian. Ils vont décusser au niveau de la moelle épinière, au niveau de l'étage où ils rentrent. L'essentiel, c'est que les deux fibres, elles vont décusser. Que ce soit des messages épicritiques, c'est-à-dire les faisceaux de Gaulle et Bourdach, ou bien des messages thermoalgésiques. Dans les deux cas, ils vont décusser. Ça, ils vont décusser dans des régions différentes. Mais dans les deux cas, ils vont décusser. Et c'est pour cela que, quel que soit le type de message nerveux, je vais avoir un cortex somesthésique qui est situé de l'autre côté du monde qui a resté. Vous avez compris? Très bien. Ils vont être transmis dans des aires associatives qui vont permettre une analyse plus élaborée. Elle va aider l'aire motrice primaire. Ces aires associatives peuvent aussi recevoir des informations issues d'autres régions du cerveau pour une intégration sensorielle-motrice. C'est-à-dire qu'elles vont associer la sensation avec le mouvement. D'accord? Qui permettra d'élaborer une image corporelle intégrée de l'environnement. J'associe tous les messages de mon environnement, les messages propriocepteurs, les messages sensitifs, les messages moteurs. Donc il faut toujours des aires associatives, que ce soit au niveau du cortex moteur ou du cortex somesthésique. En plus des données électrophysiologiques, ces aires associatives ont aussi été étudiées en IRM fonctionnel. En IRM fonctionnel. Voilà, c'est la stimulation somesthésique. On va voir qu'il y a d'autres aires, en plus, un cortex somesthésique primaire, on va voir qu'il y a d'autres surfaces qui vont être stimulées. Ce sont les aires associatives. Ce sont les aires associatives. Voilà, on a terminé ce cours. Ça sera la fin de nos séances de cette année. D'accord? J'espère que vous avez pu profiter au maximum. Je tiens à vous apporter tout mon soutien et tous mes encouragements. Et à m'excuser pour tout mot mal placé, on ne sait jamais. D'accord? Si j'ai pu par un quelconque geste ou une expression blesser l'un d'entre vous, je tiens à m'excuser. Je vous remercie de votre sérieux et je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve bientôt, Inch'Allah. Bitawfiq. Merci.